Bonjour à tous, c'est Taton, on se retrouve pour une nouvelle analyse de BOP et dans cette vidéo on va analyser la BOP de la catégorie Hypercar pour la cinquième manche du championnat du monde d'endurance, les 6 heures de Monza, édition 2023. Après des 24 heures du Mans qui ont été marquées par une bataille exceptionnelle en catégorie Hypercar avec notamment les 5 grands constructeurs qui ont réussi chacun leur tour à mener la course et un duel Toyota-Ferrari qui nous aura tenu en haleine jusqu'en fin de course, le WEC retrouve son format traditionnel de 6 heures sur un circuit qui a des caractéristiques qui sont finalement assez proches de celles qui sont nécessaires pour être performante aux 24 heures du Mans. Et qui dit changement de circuit dit forcément pour cette deuxième partie de saison nouvelle BOP. Cette nouvelle BOP a pour particularité de tenir compte des données récoltées en course aux 24 heures du Mans et durant les 3 premières manches de la saison. Et ces données, elles ont été intégrées au modèle qui a justement servi à faire la BOP pour les 3 premières manches de la saison avant le rectificatif des 24 heures du Mans. Ce qui aboutit donc aux changements suivants, qui sont quand même des changements assez importants sur la BOP, puisque jusqu'ici, jamais on avait autant justement touché aux performances des différentes voitures pour tenter d'équilibrer au mieux tout ça. Et donc pour passer en revue tous les changements, on va faire selon moi de la voiture qui a été finalement la plus avantagée par ces changements à celle qui a été le plus pénalisée. Et avant de commencer, je tiens juste à vous rappeler que pour ce qui est du nombre de mégajoules par relais, donc que vous voyez sur la colonne énergie, ce chiffre-là finalement est on va dire, en accord avec soit la variation de la puissance de la voiture ou de sa masse. Donc forcément, si on a besoin de moins de puissance et moins de masse, on a également besoin de moins d'énergie par relais. C'est quelque chose qui est directement lié à cela. Donc je ne vais pas détailler à chaque fois la baisse ou l'augmentation en mégajoules. Pour ce qui est donc des changements, la voiture qui finalement n'a pas de changement, on commence par ça, c'est la Glickenhaus, ça c'est logiquement, puisque elle roule déjà à la masse mini et à la puissance maximum, donc forcément, à part un petit changement, donc un peu plus d'énergie par relais, on n'a pas de changement à ce niveau-là. Ensuite, premier changement, c'est Van Wall qu'on autorise à rouler à la puissance maximum, là aussi 520 kW, donc ça fait en niveau puissance 697 chevaux, voilà, donc là aussi c'est quelque chose d'attendu. Van Wall qui était à la traîne notamment en ligne droite, voilà, ça devrait leur permettre déjà d'être un peu mieux. Là pareil, eux ils sont déjà à la masse minimum. Ensuite, on aborde les autres hypercars, notamment toutes les voitures, toutes des grands constructeurs. Et là, celle qui est la plus avantageuse selon moi, c'est la Peugeot qui, alors certes, prend 4 kg en plus, mais gagne 4 kW de puissance en plus, donc ça fait environ 5 chevaux, et donc ça devrait leur permettre de compenser justement la masse qu'ils prennent en plus. Ensuite, on passe à Cadillac, qui eux perdent 14 kg sur la balance, mais dans le même temps perdent également 15 kW, soit environ 20 chevaux, donc là finalement on a une perte à peu près équilibré finalement entre les deux. Donc assez intéressant de voir ce que ça va donner avec des voitures moins lourdes mais qui aura quand même moins de puissance. Ensuite, dans l'ordre des voitures impactées, on a Toyota qui perd comparé au Mans 5 kW, soit 7 chevaux. Par contre, la voiture reste à 1080 kg, c'est-à-dire la limite maximum pour une voiture au niveau de la BOP à l'heure actuelle. Une voiture ne peut pas peser plus de 1080 kg. On passe ensuite à Porsche qui prend 1 kg et perd 10 kW, soit très chaud. Donc là aussi, changement intéressant. J'aurais pensé que justement Porsche, on aurait pu lui donner éventuellement plus de puissance. Mais non, après la réduction de puissance est quand même moins important que Cadillac si on compare à l'autre LMDH. Mais voilà, en tout cas, changement intéressant au niveau de l'équilibrage. Et enfin, on finit par Ferrari qui, comme on pouvait s'y attendre, finalement, avec sa victoire aux 24 heures du Mans, est la plus impactée avec 5 kg en plus et une puissance qui baisse de 12 kW, soit ses chevaux. Ferrari qui a été un camarade quand même un poil supérieur à Toyota 24 heures du Mans, même si Toyota justement a très bien compensé du fait de son expérience, donc ça explique logiquement que la Ferrari se prenne quand même
un petit ralentissement. Le truc qui est assez intéressant, c'est que si on compare avec les chiffres du début de saison, eh bien normalement en tout cas le peloton devrait être plus près, puisque notamment eh bien on a des vraies différences niveau puissance, donc ce qui devrait permettre justement d'avoir, on va dire, quelque chose d'assez homogène au niveau ligne droite, et vous le verrez plus tard dans la vidéo, c'est quand même le cas. Et avec tous ces changements, vous devez certainement vous demander quels impacts ça va avoir pour les 6 heures de Monza dans ce peloton hypercar. Et d'un point de vue théorique, ça devrait quand même pas mal resserrer les forces en présence. Et cela devrait, comme je vous le disais plus tôt, selon l'ordre, donner quand même un avantage à Peugeot, qui devrait, d'un point de vue théorique en tout cas, avoir un rythme de course quelques dixièmes, on va dire, plus rapide, notamment que Toyota et Glickenhaus, qui sera à la bataille pour la deuxième place. Donc là, ça ferait vraiment que Glickenhaus fera un gros bond en avant. Enfin, après, c'est pas surprenant. On sait pour Glickenhaus que Monza et leur circuit favorisent celui qui correspond mieux aux caractéristiques de leur voiture. Mais voilà, donc Toyota et Glickenhaus sera à la bataille pour la deuxième place. Ensuite, on aurait Van Hool qui serait aussi très bien, qui remonterait très bien, qui serait pas trop loin finalement. Et ensuite, on aurait un peu en retrait finalement les trois derniers constructeurs, avec Ferrari, Porsche et Cadillac, qui seraient pour le coup bien plus loin de Peugeot, qui serait quand même, on va dire, les favoris pour la course. Après, ça, ce n'est que le point de vue théorique, puisque la chose intéressante, c'est qu'avec les premiers essais libres qu'on a eu lieu, la tendance n'est absolument pas celle qui est décrite ici, justement, par l'aspect théorique des changements sur la BOP. Alors justement, si on regarde les meilleurs secteurs de chaque voiture en essai libre, on peut constater déjà que les temps de qualification qu'on avait fait l'an dernier, donc qui étaient quand même assez rapides, pour toutes les hypercars excepté la Glickenhaus, sont déjà atteints. Donc c'est quand même une grosse information. On est qu'en essai libre, on fait déjà les temps de qualif. Ça vous montre, on va dire, l'augmentation de performance entre l'an dernier et cette année de la catégorie hypercar, même s'il n'y a pas eu de changement réglementaire. Pour ce qui est de Glickenhaus, je tiens quand même à vous rappeler que normalement cette année, elle devrait être quand même significativement plus lente que l'an dernier, puisqu'en effet, l'an dernier, la BOP lui avait donné de manière assez inexplicable 13 kW en plus que ce qu'elle a actuellement, donc c'était totalement hors de la fenêtre de variation possible de puissance pour les hypercars, et donc c'est pourquoi la voiture était une fusée en ligne droite, et donc tout simplement elle volait en ligne droite. Voilà, c'est assez visible, elle mettait une pilule à tout le monde, notamment dans le secteur 1, et était très proche dans le secteur 3. On peut quand même constater que cette année, Glickenhaus est quand même toujours à la fête dans le secteur 1, même si la marge est quasiment nulle. Mais voilà, ils sont quand même les meilleurs dans ce premier secteur, qui est composé de lignes droites. Si on regarde derrière Glickenhaus dans le secteur 1, on peut constater que toutes les voitures sont assez proches. Puisque vu que le secteur 1 étant constitué de deux lignes droites et d'un virage lent, on peut donc dire que globalement, ligne droite, tout le monde est assez bien, avec, comme vous allez le voir après, même si Cadillac semble un poil en retrait en ligne droite, il semble donc plutôt bien compensé en virage lent, donc ça va être assez intéressant à suivre tout cela. Mais en tout cas, voilà, les 7 constructeurs, les 6 des 7 constructeurs se tiennent en 2 dixièmes sur le premier secteur. C'est assez remarquable. On a juste Van Hool qui est un peu à la traîne, qui perd 4 dixièmes, et ça c'est en essai libre 1, puisqu'il n'y a pas eu de chrono significatif en essai libre 2. Pour le secteur 2, un secteur qui est quand même bien plus sinueux, qui comporte notamment les deux Lesmo, on a quelque chose d'assez intéressant là aussi niveau hiérarchie, puisqu'en effet tout le monde est hyper serré. On a Toyota, Ferrari, Porsche et Cadillac qui sont tous en moins d'un dixième, Peugeot qui est un peu en retrait à 4 dixièmes, et enfin Glickenhaus à 7 dixièmes. Van Hool en essai libre 1 était dans les temps qu'a fait la Glickenhaus. Donc là c'est assez intéressant de voir que tout le monde est serré sauf Peugeot qui semble un peu en retrait. Et pour le secteur 3, c'est la même chose, tout le monde est très proche, sauf encore une fois Glickenhaus et Van Hool qui sont un peu à la traîne. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose, moi en tout cas, c'est quelque chose que je tiens à souligner. Le fait que le peloton hypercar soit si serré, franchement, c'est pas une surprise dans un sens. Et par contre, la chose qui me surprend un peu plus, c'est le manque de performance de Peugeot, notamment avec les changements qui semblent vraiment en leur faveur.
notamment du point de vue de leur potentiel théorique que cela leur confère, mais surtout si on compare avec les chronos de l'an dernier, alors que la voiture a désormais une BOP plus favorable que l'an dernier, puisque l'an dernier, la voiture pesait de mémoire 1000, quasiment 1080 kg donc, dans cette première BOP, donc elle était vraiment beaucoup plus lourde, elle était moins à l'aise aussi, c'est sa première course, c'était donc vraiment entre guillemets une course de développement pour la voiture, et finalement eh bien, les Peugeot cette année n'ont pas encore battu leur chrono de l'an dernier, donc je pense qu'il y a quand même une grosse marge de progression, puisque je pense que Peugeot a jusqu'ici un peu caché son jeu, en roulant notamment avec plus de carburant que leurs adversaires, et vous allez voir par la suite que eh bien, il y a quelques éléments qui corroborent ma théorie. Justement, pour parler eh bien, de cela, on va passer à la vitesse de pointe. Et là, eh bien, sans surprise, on a Glickenos qui est devant. Alors certes, c'est rien comparé à la vitesse de pointe de l'an dernier qui était tout simplement stratosphérique avec 324 km/h. Cette année, ils sont juste à 317,6. Mais donc, eh bien, ensuite, derrière, on peut voir que la hiérarchie est quand même assez serrée. On a juste finalement, en un peu manquant de vitesse de pointe, Cadillac à qui il manque quelques dixièmes de kilomètre/heure, ainsi que Van Wall Van Wall qui est juste derrière Cadillac à ce niveau-là. Et sinon, là encore une fois, on retrouve en fond de tableau eh bien, Peugeot. Et donc, eh bien, comme je vous le disais, ça semble corroborer cette théorie selon laquelle bien, Peugeot a roulé avec pas mal d'essence eh bien, lors des essais libres, puisque l'an dernier, alors que les Peugeot étaient justement en difficulté sur la vitesse de pointe, comme vous le montrent les chiffres de l'an dernier, eh bien, cette année, la Peugeot a progressé à ce niveau-là, parce qu'on a pu le voir, hein, niveau vitesse de pointe, certes, c'était pas la meilleure vitesse de pointe au Mans, mais elle était quand même extrêmement bonne, enfin, elle n'était pas à la rue, quoi. Et donc, cette année, eh bien, normalement, Peugeot devrait être quand même en mesure d'être plus proche des autres, donc je pense, là aussi, clairement, qu'il y a aussi un petit peu de sandbagging, enfin, du moins, on n'a pas montré toutes ces cartes du côté de chez Peugeot, là aussi, pour ce qui est de la vitesse de pointe. Mais ça, eh bien, on aura la réponse en qualification, savoir si Peugeot a vraiment de quoi eh bien, faire la pole, en tout cas, parce que d'un point de vue théorique, ils pourraient en être capables, ça pourrait être la très bonne surprise. Donc voilà, on a fait maintenant eh bien, le tour eh bien, de tout ce sujet BOP en hypercar. J'espère en tout cas que Monza, ça sera eh bien, une très belle course, et surtout ça devrait être un match retour du Mans entre Ferrari et Toyota, puisque finalement ce sont les deux voitures qui semblent se retrouver devant au niveau du chrono. Étonnamment, malgré tous les changements qu'elles ont subis, tout le reste est hyper proche. Donc les arbitres de luxe eh bien, seront prêts à saisir toutes les opportunités qui se présenteront à eux, donc justement pour tenter eh bien, de casser ce duel Toyota-Ferrari, mais en tout cas ce sont les deux forces en présence majeures qui sont donc talonnées de près par Porsche, par Cadillac et par Peugeot, donc à voir qu'est-ce que ça va donner en course. En tout cas, je pense que la course devrait être au moins aussi spectaculaire que l'an dernier, avec la course magnifique qu'on avait eue, avec la bataille exceptionnelle entre Alpine et Toyota pour la victoire, notamment en deuxième partie de course où globalement ça se doublait, il y avait un changement de position tous les tours, puisqu'on avait l'Alpine qui était plus rapide en virage et la Toyota qui était plus rapide en ligne droite. Enfin, franchement, cette course, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est tout simplement exceptionnelle. Mais en tout cas, j'espère que cette analyse de BOP pour les 6 heures de Monza 2023 vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, salut!